En fait, Voilà. vous pouvez voir les consciences un petit peu de la même façon que les couches pour les corps. C'est-à-dire que ce qu'on a pu observer, c'est que chaque corps a sa propre conscience. La conscience supérieure, elle a conscience et connaissance de toutes les consciences qui lui sont inférieures. Mais les consciences C'est inférieures ça. n'ont pas forcément conscience de tous les corps et consciences qui leur sont supérieures. Donc le corps, la conscience du corps physique n'a pas la conscience de l'existence de tous les autres corps. Or, tous les autres corps supérieurs ont la conscience et la connaissance du corps physique. C'est un petit peu comme ça Ouais. qu'on comprend les choses. Et du coup, le subconscient, finalement, c'est la somme de toutes nos consciences. Et l'inconscient, c'est juste une conscience qui ne sait pas qu'elle existe ou qui n'a juste pas lu l'information. Bienvenue et bonsoir, hein. On est à notre neuvième rencontre et aujourd'hui nous allons parler de notre structure énergétique. Alors comment elle se manifeste, le rôle de chaque corps dans cette structure et comment peut-on atteindre un équilibre. Alors avant tout, je suis Clarisse, opératrice en hypnose régressive assistée et pour cette réunion, je suis accompagnée de Franck et de Marie qui sont les télépathes avec qui je collabore pour nos explorations et sessions personnelles. Avant de commencer, je vous invite à rester connectés avec nous et pour ne rien manquer de nos rencontres mensuelles sur des sujets variés, ainsi que de nos explorations en hypnose et sessions personnelles, pensez à vous abonner à notre newsletter et à la chaîne YouTube. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description ci-dessous. Et si vous voulez nous soutenir, parce que c'est important, c'est en partageant nos vidéos et en parlant aussi autour de vous, que vous pouvez le faire. Votre soutien est vraiment précieux et ça nous encourage aussi grandement à continuer. Donc, merci, merci d'avance. Et si vous ne connaissez pas encore la série de ces rencontres, je vous donne un petit peu un aperçu donc des thèmes que l'on a déjà abordés. Par exemple, qu'est-ce que l'hypnose régressive assistée? On a fait une rencontre également sur les interférences et les entités. Faut-il en avoir peur ou comment les appréhender? On a parlé aussi de l'essence, qui est la partie la plus profonde de notre être. On a abordé également le processus de la maladie, de nos parts subtiles à nos parts incarnées. Également, tout est juste, cette phrase qui fait souvent débat et qui peut apporter un apaisement quand on aborde le sujet avec un certain recul. On a parlé également du bien et du mal. Est-ce une réalité absolue ou une construction humaine? Et tout dernièrement, on a fait une rencontre sur la matrice artificielle et la question qui se posait était, faut-il vraiment vouloir en sortir? Voilà, tous ces sujets sont disponibles sur ma chaîne en replay dans la playlist dédiée à nos rencontres. Allez, revenons à notre sujet du jour, nos corps subtils. Alors, grâce à l'hypnose régressive assistée, nous avons pu observer notre structure sur les différents plans de nous-mêmes. On les a observés par rapport à différents points de vue et aussi, on a remarqué que c'était vraiment par rapport à chaque individu. Ça veut dire que on a pu constater que il y avait des informations qui se recoupaient évidemment entre tout ce que l'on a pu recueillir, mais que beaucoup de particularités différenciaient ces corps, surtout que ce qui était observé lors d'une session était étroitement lié aux problématiques spécifiques de chaque personne. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir catégoriser nos observations pour les rendre plus compréhensibles et parfois plus rassurantes, parce qu'on se dit, voilà, tel corps va aborder tel plan, ou ça va être en relation avec tel ou tel organe ou telle énergie. Mais finalement, nous donnons des noms à des tranches de vibration de notre émanation tout entière. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai pu le percevoir. On est une émanation, ça va être vraiment des variations de vibrations, des tranches de vibrations de notre émanation qui vont constituer ces corps et ces corps, on va les nommer. Voilà, on va leur donner des noms pour les différencier. Donc, si je reprends la structure la plus simple que nous connaissons, on pourrait parler en partant du corps physique, donc le corps le plus dense et celui qui est dans la matière. On pourrait ensuite parler de corps éthériques. Donc, ce sont des corps qui sont
qui sont déjà dans le subtil, mais ils sont moins denses évidemment que le corps physique. Et ils comprennent le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental. Ça, c'est vraiment quelque chose de très généralisé, hein. On a pu aussi observer un corps vital. On peut aussi parler d'un corps magnétique ou électrique et même d'un corps numérique dans ces corps qui sont les plus denses. Mais voilà, tout dépend de ce qui a besoin d'être observé selon les problématiques abordées. Et parfois, ça ne se manifeste pas. Si la problématique n'est pas sur un certain plan à aller observer, ce plan-là ne se manifeste pas. Donc c'est pour ça que je ne veux pas forcément catégoriser à chaque fois et dire, eh bien, notre structure est faite de tel corps, puis tel corps, puis tel corps, puis tel corps, puisque, comme je l'ai dit, c'est vraiment une variation d'émanation. En ce qui concerne les corps supérieurs, nous pouvons bien sûr les nommer pareil, hein, les catégorisant, mais encore une fois, je préfère ne pas les énoncer, surtout que ces corps peuvent avoir des appellations différentes selon les pratiques. Et, nous, par exemple, lors de nos sessions, on évoque parfois le corps cosmique, qui n'est pas forcément nommé dans d'autres pratiques. Voilà. En réalité, en fait, à chaque fois que l'on parle d'un corps, on va parler de tranches vibratoires au sein des corps supérieurs. Et certains étant proches des corps les plus denses, donc nous ce qu'on a appelé les corps éthériques, et d'autres qui sont plus hauts en vibration. Donc qui vont être vraiment beaucoup plus subtils et plus hauts en vibration. Alors l'essentiel, finalement, c'est de comprendre que tout se joue par rapport à une problématique. Est-ce qu'on peut parler de rôle de ces différents corps? Les corps les plus denses font partie de notre structure 3D pour appréhender ce monde de matière, pour vivre en relation avec la matière. Donc, ils sont essentiels à une interaction, à un ressenti par rapport à ce que nous vivons dans notre incarnation. Sinon, nous serions complètement déconnectés de notre incarnation. Donc, ils sont vraiment essentiels. Et c'est grâce à eux que l'information reçue de notre monde 3D peut être vécue, traitée, analysée et ensuite, dans l'idéal, transmutée. Cependant, le problème réside dans le fait que si nous n'apportons pas une dimension supérieure à ce qui est traité, analysé ou transmuté par ces corps-là, il ne va pas y avoir de communication avec nos corps supérieurs. Et nos corps les plus denses vont rester bloqués dans une interprétation limitée par rapport à ses propres mémoires, à ses propres croyances et à ses propres conditionnements. Et c'est souvent ce qui bloque la personne dans des cycles d'incarnation répétitifs sans savoir comment vraiment en sortir. Au plus proche de notre partie physique se trouve directement le corps énergétique. J'en ai déjà un petit peu parlé. Lui, il s'occupe du fonctionnement organique du corps humain, des ressentis physiques, c'est-à-dire ça peut être un ressenti de confort, de sérénité ou bien l'inverse, de douleur. Il exprime également les variations d'énergie des différentes parties du corps et de nos organes. Ensuite, il y a le corps émotionnel. Ce corps émotionnel, lui, il crée un relationnel entre l'extérieur et notre intérieur. Il s'exprime par des ressentis et il donne en quelque sorte de la saveur aux événements, aux situations. Quand il prend trop de place, il peut être submergé, il peut submerger la personne et ça l'empêche de réagir avec du recul. Ou bien, quand il ne s'exprime pas assez, il reste bloqué et empêche la circulation des énergies dans le corps. Ensuite, on a le corps mental, lui qui va analyser, qui va organiser. Et quand il prend trop de place, il décide à la place de tous les autres corps et surtout à la place du cœur, dont le rôle est d'induire une décision, on va dire, plus connectée avec son être profond. Donc, il peut aussi, ce corps mental, contrôler chaque action et bloquer des possibilités plus harmonieuses.
il peut aussi limiter ou empêcher les informations subtiles de s'intégrer. Donc, vous voyez, tous ces corps denses, ils sont quand même essentiels pour notre être, mais la difficulté finalement, c'est de trouver un équilibre entre tous ces corps pour retrouver vraiment une circulation dans les différents corps et que l'information puisse circuler librement. Ce corps mental, si je reviens sur ce corps mental, ça me fait penser un réflexe de protection du corps émotionnel qui aurait trop souffert. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu d'ailleurs récemment en session. Ce corps mental peut être trop présent parce qu'il veut protéger un corps émotionnel qui aurait trop souffert. Donc, toutes ces réactions différentes sont interreliées et surtout peuvent avoir des causes différentes pour chacun. Ça, c'est important de le prendre en compte. C'est que, en fait, ce que nous avons pu percevoir grâce à l'hypnose régressive assistée, c'est que nous retrouvons parfois les mêmes symptômes d'une personne à une autre, mais que les causes sont souvent bien différentes. Alors, ensuite, si on aborde les corps supérieurs, ils relient notre être incarné à cette dimension supérieure que nous ne sommes pas que des êtres de chair. Hein, il nous rappelle que nous venons d'une source originelle et que nous avons tout déjà en nous. Ils nous permettent également d'avoir un point de vue plus élargi et d'élargir notre conscience pour mettre de la spiritualité dans notre incarnation. Hein, en effet, le but de vivre dans de basses fréquences telles que la 3D, hein, notre monde physique, est de révéler notre être spirituel dans la matière. Là, c'est tout le challenge en fait, hein, parce qu'il ne s'agit pas de croire qu'il faut absolument s'élever, parce que ça nous déconnecte de l'incarnation et du coup se déconnecter de tout ce qui implique l'incarnation, les basses fréquences, la 3D, la matrice artificielle, etc. Alors que nous sommes venus pour vivre justement ces paramètres-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est là est tout le challenge. De ce que l'on a pu observer aussi dans de nombreuses sessions personnelles est que nos corps supérieurs ont aussi des mémoires impactantes, car que ce soit dans notre cycle d'incarnation ou bien dans des expériences hors incarnation, ça peut être entre deux vies, ça peut être dans d'autres expériences sur d'autres plans, ça peut être aussi ce qu'on appelle nous sur le plan cosmique, énergétique. Il y en a qui appellent certains plans galactiques, dans ou hors même notre espace-terre, sur d'autres planètes. Enfin, tout ça, notre essence, elle a vécu maintes et maintes expériences sous toute forme. Et comme elle considère que toute expérience, elle engramme des mémoires. Et ces mémoires, soit elles sont traitées car elles ne rencontrent pas de blocage, donc là tout se passe bien, soit elles sont bloquées dans l'être, car c'est le moment pour la personne de conscientiser les informations concernant cette mémoire, pour lui permettre de la débloquer et ensuite de l'intégrer, de la transmuter pour pouvoir ensuite avancer dans son cheminement. Souvent, on considère qu'un blocage est là pour uniquement bloquer la personne et il faut absolument débloquer cette mémoire pour avancer. Alors, et finalement, on pourrait penser qu'il faudrait absolument la dissoudre, il faudrait l'éliminer, il faudrait l'éloigner de soi, alors que parfois, et même de plus en plus souvent en session d'hypnose régressive assistée, on constate que finalement cette mémoire a juste besoin d'être mise à jour, conscientisée, d'être prise en compte parce qu'elle a des informations importantes pour la personne pour qu'ensuite elle puisse vraiment intégrer ce qui a besoin d'être intégré, transmuter ce qui a besoin d'être transmuté pour pouvoir avancer dans son cheminement. Alors, quel est finalement le rôle de ces corps, si on peut parler comme ça, parce que je ne sais même pas si ils doivent avoir un rôle. Eh bien, moi, je dirais que c'est de faire de leur mieux. Et c'est ce qu'ils font. Ils font à chaque fois de leur mieux. Parfois, c'est souvent notre interprétation, de par nos croyances, nos mémoires, qui fait qu'on croit que cela ne se déroule pas comme il faut ou pas bien.
En fait, la réaction de nos corps se font par rapport à leurs caractéristiques, leur mémoire qui les impacte. Et ça veut dire que la conscience des corps, elle réagit toujours dans l'intérêt de ce qu'ils connaissent et par rapport à leur point de vue qui est limité, puisque c'est un point de vue par rapport à un certain corps. Il crée alors un déséquilibre par rapport à l'être, dans l'être, car chaque corps ne peut avoir une vision globale de l'être. Et la mission, notre mission, la mission de chaque être, est d'apporter donc de la conscience élargie dans chaque corps de façon globale pour permettre un rééquilibrage. Chaque corps va pouvoir ensuite agir en équipe, en cohérence avec tous les autres. Les corps supérieurs vont apporter une dimension encore plus élargie de la situation de l'être et rappellent à l'être qu'il est un. C'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment d'unité, d'unification grâce à la conscience globale qui va permettre donc de réunir toutes les informations. Donc tous ces corps, ils vont former une unité pour être au service ou pour œuvrer de concert pour l'incarnation. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort régulièrement dans nos sessions, c'est que la conscience globale de notre être, grâce à ces conscientisations-là qu'on observe pendant les sessions, eh bien, permet cette unité, cette cohérence pour être au service de l'incarnation. Alors, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas allée dans les détails de tous ces corps, et c'est vraiment une volonté, hein, parce que je ne souhaite pas généraliser des informations que nous recevons à chaque session et qui sont très individuelles. Mais c'est aussi ce qui fait que cette pratique nous invite toujours à être dans la découverte et surtout de ne pas figer nos connaissances. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un point de vue, mon point de vue du moment, et qui va, et je l'espère, sûrement évoluer au fur et à mesure de mes découvertes grâce à l'hypnose agressive assistée. Voilà, maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions et à accueillir vos partages. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat On a déjà ou une première bien question à l'oral. Ouais. qui nous vient de Philippe qui dit est-ce que les personnes incarnées et qui ne viennent pas de la source jaune, entre guillemets, ont aussi ces différents corps? De ce que j'ai pu observer, il y a des personnes qui passent par notre source originelle. Bon, je vais l'appeler source originelle parce que je ne connais pas ce terme source jaune, mais ça n'a aucune importance, hein. Il y en a qui l'appellent la source amour, par exemple, mais on se comprend. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Donc, moi, je dirais qu'il y a des personnes, enfin des personnes, je vais même pas dire des personnes, je vais dire des essences qui peuvent être à l'origine de cette source, enfin qui naît, on va dire, des essences. Et encore, c'est encore des mots humains et je ne sais même pas si c'est le mot juste pour exprimer ça. Des essences qui vont naître de cette source-là et qui vont ensuite expérimenter différents types d'expériences jusqu'à expérimenter l'incarnation sur Terre. Il y a des essences qui vont venir d'autres sources directement sans passer, entre guillemets, par cette source amour et qui vont expérimenter l'incarnation sur Terre. Alors là, ça peut créer peut-être aussi des décalages, hein, parce qu'elle n'a pas les références de notre source amour. Et il y a des essences qui viennent d'autres sources et qui vont passer par cette source amour pour avoir les codes et ensuite expérimenter à un moment donné l'incarnation, en sachant que pour moi, une essence, elle expérimente maintes et maintes expériences, que ce soit, comme je l'ai dit, hein, hors incarnation, incarnation, sous différentes formes. Ça peut être au niveau de l'espace-terre, hors espace-terre, sur d'autres planètes, en tant qu'énergie pure, en tant que, je sais pas, énergie cosmique, en tant que, comme j'ai dit, galactique, en tant que ça peut être même un état minéral sur Terre, un état végétal, je ne sais pas. Avant de venir s'incarner
Il y a tout un processus comme ça avant de tester en quelque sorte l'incarnation humaine. Après, si je Attendez, peux je rajouter reprends la quelque chose, question. Ouais, c'est que bon, de ce que j'ai pu observer, que ce soit des êtres humains ou des entités, en fait, ces corps, il faut voir ça comme une superposition d'états vibratoires qui se manifestent donc soit dans la matière ou dans les plans subtils. Et tout être, finalement, que ce soit une entité, peu importe laquelle d'ailleurs, euh, vibre sur différents plans. Et cette vibration sur ces différents plans va se manifester par un corps. Donc, en ce sens, est-ce que ces êtres-là ont des corps supérieurs? Oui. Pour moi, oui, en tout cas. Je le perçois comme ça. Maintenant, effectivement, ces êtres-là peuvent avoir des corps subtils, des corps vibratoires, un petit peu comme les nôtres, mais à leur propre fréquence, bien sûr, probablement donc différents des nôtres en termes de fréquence. Et ensuite, ils peuvent ou pas être déconnectés d'une source. Ils peuvent être très bien connectés à la même source que nous, ou déconnectés de notre source, être reconnectés à une autre source. Mais en même temps, toutes les sources, au final, ne se connectent derrière. Il y a, bon, ce qu'on a pu observer, des sources derrière la source. Et derrière les sources, il y a encore des sources qui, finalement, finissent par unifier toutes les sous-sources. Parce que même, on a même pu observer des personnes qui étaient déconnectées de la, on va dire, de la source originelle, et encore que je mettrai des guillemets, et on va dire, oui, pour vulgariser, elles se reconnectaient à des sous-sources, c'est-à-dire des pans vibratoires qui sont émis par la source et qui permettent à la personne de se connecter à quelque chose pour qu'elle puisse cheminer et éventuellement ressentir à un moment donné qu'elle va aller se connecter à ce que nous, on appelle la source originelle. Mais in fine, ce que l'on arrive, enfin, ce que l'on pense comprendre, c'est que il y a peut-être une source mère qui connecte toutes les autres sources et qui finalement nous unifie les uns les autres, même si on a tous nos particularités, bien sûr, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on va vibrer une certaine vibration. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos corps physiques sont ce qu'ils sont. Ils vibrent l'émanation de notre propre vibration et une entité qui aura une autre fréquence vibratoire va vibrer d'une autre façon et va se matérialiser, se manifester aussi d'une autre force, d'une autre forme. je pense qu'il ne faut pas généraliser ou catégoriser, encore une fois. Chaque situation est vraiment personnelle et on va rencontrer à chaque fois des situations différentes dans chaque session. Donc, bon, voilà, moi, j'ai toujours, je suis toujours prudente par rapport à généraliser des choses, même si je le fais involontairement et même peut-être même volontairement, parce qu'il faut bien expliquer les choses. Et sinon, on ne dirait rien. Donc, mais voilà, je pense qu'il faut être prudent et toujours se dire, c'est ce que l'on a pu observer, mais après, voilà, tout est ouvert et tout peut être possible, hein. Et moi, je pense que la structure que l'on connaît, et encore que l'on connaît, c'est parce que certaines personnes ont fait des croquis, des dessins par rapport à ce qu'ils ont vu, mais c'est encore une fois leur approche, leur vision de tous ces corps. Et comme je l'ai dit, on a découvert des corps qu'on n'avait jamais vus auparavant, ce corps numérique. Bon, il y en a qui connaissent déjà qui ont déjà observé le corps vital, mais nous, on ne l'observe pas tout le temps, par exemple. Voilà, il y a vraiment à être très, très ouvert par rapport à ça et ne pas figer l'information en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'avoir comme approche. Une autre question. Y a-t-il une corrélation entre ces corps et les chakras? Oui, bien sûr, tout est lié. Tout est lié, tout est interrelié, tout a des corrélations justement. Il y a les organes, il y a en médecine chinoise, on le voit, hein, on associe une couleur à un organe, à une émotion, à un chakra. Donc tout est interrelié, mais ça, c'est une manière d'observer l'être humain. Après, on peut l'observer d'autres manières. Et souvent, en hypnose, on n'a pas forcément ces références-là. Et c'est pour ça que parfois, eh bien, si on s'arrêtait justement à ce qu'on
par exemple, ce qu'on connaît en médecine chinoise, eh bien, ça limiterait beaucoup finalement les informations. Et alors que vraiment, des fois, on va très très loin dans une explication, enfin, ou dans des informations sur le fonctionnement d'un corps, hein, pourquoi justement il est limité, etc. Donc voilà, c'est encore une fois une manière d'interpréter les choses, de mettre des corrélations avec les chakras ou avec d'autres éléments. Voilà, c'est pas que ça. Mm. Alors ensuite, Ensuite, on a Manuel qui nous pose la question, est-ce que les prises de conscience de nos différents corps sont volontaires ou involontaires? bah, je dirais les deux. Je sais pas, Franck, Marie. Mais disons qu'il y a toujours des causalités qui vont être des signes pour que les corps puissent conscientiser des choses. Euh, je dirais quand même, moi j'aurais répondu volontairement. C'est-à-dire que si à un moment donné on n'est pas observateur des choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas la volonté d'avancer ou d'intégrer les choses, si on met les choses sous le tapis ou si on ferme les yeux sur ce qui doit être mis en avant, les signaux que l'on reçoit sont là pour nous interpeller sur quelque chose. Et si on ne les observe pas, si on n'a pas la volonté d'avancer, eh bien, je pense qu'on est plutôt dans la stagnation. Je- Mais encore une fois, il peut y avoir des conscientisations sur certains corps Oui, mais et après des conscientisations globales de tout oui. notre être. Mais c'est quand même une volonté, hein, c'est quand même une volonté. C'est-à-dire que il y a volonté, volonté. C'est-à-dire que nous, sur le plan physique terrestre, la volonté, elle doit il doit y avoir un effort derrière d'observation. On doit toujours être attentif à ce qui se passe. Sur des plans plus subtils, la volonté ne s'opère pas de la même façon. Les plans subtils captent les informations de façon beaucoup plus spontanée que nous, on pourrait le faire. Mais à force, si on réalise les choses de cette façon, si on devient plus pertinent par rapport à ces observations, en fait, on se rend compte qu'on a des tas de signaux dans notre quotidien qui vont nous alerter sur notre comportement, sur notre façon de réagir, et que derrière, il y a donc la volonté d'avancer. Et là, il y a Laurent qui nous pose la question, peut-on communiquer consciemment avec ses corps? Oui, on va dire l'effet, pas forcément comme notre mental l'attendrait. Parfois, on a l'impression de dire, ah, je comprends pas, je communique, je fais tout ce qu'il faut et finalement, j'ai pas de résultat. En fait, si. Sauf que bah, notre mental, lui, il attend certains Mm. résultats d'une certaine manière. Et c'est pas en fait ce qui se passe dans notre corps, mais il se passe des choses. C'est ça, ce qu'il faut pas sous-estimer en fait la réaction de nos corps, même jusque dans le physique, parce que parfois il se passe des choses dans le physique et on s'en rend pas forcément compte, parce qu'il se passe toujours des choses à partir du moment où on y met une intention. Ça, c'est vrai que parfois on peut douter, mais à chaque fois, j'ai eu la confirmation quand on vérifie quelque chose en hypnose. À chaque fois, on a la confirmation. Mais je dirais même que communiquer avec tous ces corps, c'est pas forcément euh, possible dans le sens où effectivement le mental, il va chercher des réponses. Mais par contre, on peut écouter nos différents corps, comme bah, l'émotionnel, Oui. notre corps physique. Par contre, on peut être à l'écoute, mais essayer de le comprendre, essayer de communiquer, attendre des réponses. Là, ça va être plus le mental qui va en demander. Et donc, c'est la subtilité, je dirais, de ce qu'on a pu observer, en tout cas, nous. Exactement, tout est là. En fait, tout est la difficulté et la subtilité, comme tu dis, Marie. Et le travail, c'est d'être à l'écoute. Là, j'ai une question. D'où viennent ces signaux qui nous interpellent et qui nous éclairent à éveiller nos corps? Eh bien, en fait, c'est une pratique, on va dire, régulière, d'être à l'écoute de notre corps. On parle souvent de mettre de la conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on observe, dans ce que l'on est tout simplement. Ben, c'est ça. Et à force, on peut capter des signaux. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas vous faire une liste de comment les signaux se manifestent dans notre corps parce que c'est vraiment, en fait, ça fait partie du chemin de notre évolution, d'être à l'écoute de ce corps, de ces corps qui nous envoient des signaux qu'au départ on ne voit pas et que petit à petit
on ressent parce qu'on a cette intention de départ d'être présent en nous, d'être conscient. Voilà, tout est là. En fait, ces corps subtils, eux, ils communiquent en permanence avec nous. Ils nous donnent Ouais. des informations sur nos ressentis subtils et ils essaient de communiquer dans la matière. On peut tous ressentir des choses intérieurement, des intuitions profondes, des convictions, comme si les choses, elles se passaient au-delà de nous-mêmes. Et ces corps, d'ailleurs, supérieurs, aussi, sont actifs pour tout ce qui est synchronicité, puisque eux-mêmes vont se connecter à d'autres corps subtils pour créer éventuellement des rencontres, des synchronicités de toute forme, hein, des événements, des choses que l'on doit vivre dans la matière. Elles vont se connecter dans le subtil pour préparer le terrain, pour que l'on puisse les vivre à un moment donné dans la matière. Et de cette même façon, ces synchronicités, on les retrouve aussi dans des signaux physiques, une espèce de mal-être, ou parfois, je sais pas, on rencontre quelqu'un, le courant passe pas bien ou tout le contraire, on sent qu'il y a vraiment une émulation avec cette personne. Eh bien, ça aussi, ce sont des connexions que nos corps subtils ressentent, perçoivent beaucoup mieux que nous vibratoirement, parce qu'ils ont d'autres capacités vibratoires à ressentir ça, et ils nous le font ressentir dans la matière. Voilà. Et c'est aussi peut-être des informations qui parfois cheminent en nous et peuvent nous amener à un moment donné eh bien, à rencontrer la maladie, par exemple, parce qu'on a peut-être eu des signaux avant-coureurs très subtils qu'on n'a pas su écouter et que les corps supérieurs ont tenté maintes et maintes fois de nous renseigner. Mais si on n'a pas donc cette volonté d'observer tout ça, on ne se rend pas compte et la communication continue à se faire et parfois à venir comment dire, s'implanter quelque part énergétiquement dans notre corps, peut ensuite donc déclencher parfois des symptômes. Et voilà, c'est souvent des signaux qui ont été avant-coureurs qu'on n'a pas écoutés sur des plans subtils. Et à un moment donné, il y a comme un cri d'alarme et le corps physique devient un petit peu le dernier maillon de la chaîne qui reçoit cette information. Et c'est à ce moment-là que souvent, ben, on a des déclencheurs en nous. On se dit, bon, soit on va essayer d'éliminer les symptômes sans rien comprendre, et finalement, ces symptômes-là peuvent revenir d'une façon ou d'une autre, ou se greffer quelque part ailleurs dans le corps. Soit on se dit, je vais écouter ce que mon corps a à me dire, et là, on peut tranquillement cheminer, remonter, peut-être jusqu'à une information beaucoup plus subtile que nos corps supérieurs, ou pas Mais du coup, d'ailleurs. ça prend du temps parce Tout à fait, que oui. Ouais, c'est tout un réapprentissage ouais. de l'écoute de soi. Et parfois, on trouve que ça va pas assez vite. Mais si, Ben, d'autant c'est tout plus à quand fait cette OK, en information elle a fait. réussi à s'intégrer dans la matière, c'est peut-être qu'elle était là depuis longtemps et qu'on Mm. l'a laissé s'implanter de trop. Et ensuite, la problématique, c'est que les cellules se réorganisent en fonction de ces symptômes, de cette maladie, et il est beaucoup plus complexe et long pour le corps de réinformer ces cellules comme à l'original. Mm. Ça répond un peu à la question, la conscientisation de nos corps subtils permet-elle de leur demander de nous apporter des réponses par le biais d'intuition ou de rêves, par exemple? Oui, ça aussi, ça fait Oui, partie des signaux, bien euh, sûr. bien sûr. Alors, Oui, oui, les rêves sont intéressants en ce sens, et on veut toujours y donner un sens aux ouais. rêves et c'est assez difficile. Mais ce qu'on se rend compte aussi par rapport au rêve, c'est qu'il y a à la fois une combinaison des informations qu'on a besoin de transmuter dans le subtil ou dans le physique et du mental qui interagit avec des choses que notre mental est en capacité de créer. Donc ça peut être des environnements, des personnes. Et c'est pour ça qu'on a toujours dans les rêves souvent l'impression de vivre vraiment la chose, mais c'est parce que notre mental nous projette à l'intérieur de celui-ci. Mais parfois, en même temps, le rêve n'a pas de sens pour nous parce qu'il va chercher parfois des éliminations de mémoire ou rencontrer des mémoires ou des choses qui se font dans le subtil, mais qui se transposent de la matière vers le subtil. C'est pour ça que parfois les rêves, on les vit, mais en même temps, ils n'ont pas toujours un sens rationnel, dans le sens où on ne peut pas expliquer pourquoi on vit les choses de cette façon, mais il y a plein de choses qui se passent à travers les rêves. Euh, Par rapport au mental, pourquoi le mental cherche à nous empêcher à nous connecter à nos corps subtils? En fait, c'est pas qu'il cherche à nous empêcher, c'est que lui, il a un réflexe par rapport à son point de vue, c'est-à-dire il doit maintenir peut-être un certain
un fonctionnement. Il est là pour analyser, pour organiser. Et comme je l'ai dit en introduction, il a aussi parfois un rôle de protecteur. Et parfois, donc, il utilise ce rôle de protecteur pour, en pensant, entre guillemets, hein, bien faire. Mais du coup, il va bloquer les autres corps. En fait, la réaction des corps, c'est toujours par rapport à leur perception, à la conscience, hein, que ces corps-là ont et qui est quand même limitée dans leur corps. Voilà. Ils n'ont pas de vision globale que tout notre être peut avoir. Et c'est grâce justement à des conscientisations comme ça, de conscience élargie, qu'on peut amener cette vision plus globale et ensuite faire, entre guillemets, encore une fois, c'est des mots un peu très humains, hein, faire comprendre à certains corps que, eh bien, en agissant de cette manière, ils ne sont plus au service d'un fonctionnement harmonieux général, mais que voilà, vraiment, ça limite vraiment le fonctionnement. Et donc, en prenant conscience qu'ils doivent travailler en équipe, en quelque sorte, eh bien, ça replace, ça remet une circulation, un équilibre dans l'être de façon globale. Alors, il y a une autre question aussi, d'où l'intérêt de se centrer dans le cœur pour zapper le mental. Oui, 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 tout à fait. En sachant que chaque corps a sa raison d'être, dans le sens où le mental, il est précieux, il doit être présent parce qu'il fait partie de la structure pour vivre dans l'incarnation. Comme je l'ai dit, il est là pour analyser, pour organiser, pour amener une certaine protection. Euh, et du coup, même l'émotionnel hein, est très important. Si on n'avait pas d'émotionnel, on ne vivrait pas les choses dans l'incarnation. Comme j'ai dit, ça donne de la saveur à la vie. Et c'est pour ça que les essences, elles choisissent de vivre des incarnations. C'est pour vivre tout ça jusqu'au plus profond de leur être. Donc ressentir des émotions. Alors évidemment, il y a les émotions qui sont plutôt magnifiques et qui stimulent, et il y a automatiquement l'opposé, puisque ça fait partie de l'expérience. Hein, on vit toutes les facettes d'une même notion. Donc voilà. Oui, mais c'est vrai que se centrer dans le cœur, ça peut aider justement à y voir plus clair, parce que le mental, il est constamment en train d'analyser les émotions, le physique, toutes nos croyances, toujours en train d'analyser. Donc se placer dans le cœur, effectivement, ça apaise. Et aussi simplement, souvent c'est ce qu'on voit aussi en session, c'est aussi simplement conscientiser parfois que c'est le corps mental qui parle. Et ça nous permet de prendre du recul et de se dire, bon, je me tracasse peut-être, mais c'est que mon corps mental qui parle. Et je ne suis pas que le corps mental. Et voilà, ça permet aussi de l'apaiser. Oui, c'est essayer de placer son corps mental au service de ce que l'on ressent intérieurement, et non pas un corps mental dominant ou contrôlant qui va prendre les décisions au-delà de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment le mettre au service de nous. Une question, où placer l'inconscient et le subconscient? C'est marrant parce que c'est vrai que ce sont des termes qui sont quand même assez utilisés dans peut-être d'autres pratiques, mais en hypnose régressive assistée, finalement, on les utilise très peu parce que si on se place sur un certain plan, à chaque fois, c'est une certaine conscience. Mais c'est une certaine conscience, donc qui est limitée. Donc pour la conscience d'en dessous, c'est inconscient, mais pour la conscience sur laquelle on se place, c'est conscient. Donc, tout dépend de là où on se place, de là où on décide d'observer ce qui est conscient. En fait, Voilà. vous pouvez voir les consciences un petit peu de la même façon que les couches pour les corps. C'est-à-dire que ce qu'on a pu observer, c'est que chaque corps a sa propre conscience. La conscience supérieure est la conscience et connaissance de toutes les consciences qui lui sont inférieures. Mais les consciences C'est inférieures ça. n'ont pas forcément conscience de tous les corps et consciences qui leur sont supérieures. Donc le corps, la conscience du corps physique
n'a pas la conscience de l'existence de tous les autres corps. Or, tous les autres corps supérieurs ont la conscience et la connaissance du corps physique. C'est un petit peu comme ça Ouais. qu'on comprend les choses. Et du coup, le subconscient, finalement, c'est la somme de toutes nos consciences. Et l'inconscient, c'est juste une conscience qui ne sait pas qu'elle existe ou qui n'a juste pas lu l'information. Mais l'inconscience, pour moi, ou l'inconscient, c'est juste un état d'être à un instant T, mais qui n'est pas durable. Euh, une autre question, est-ce que ce ne sont pas nos ressentis corporels, émotionnels qui peuvent être nos meilleurs indicateurs? Alors, oui, bien sûr. Euh, le mot indicateur est pour moi vraiment juste parce que ils doivent être juste des indicateurs et non pas nous parfois ce que l'on considère comme des blocages. Ils doivent nous donner en fait des informations sur notre état. Et ensuite, en observant notre état, on peut, si on, justement on a cette conscience-là de tous ces corps et de cette globalité, de la globalité de notre être, on peut ensuite ajuster, rééquilibrer, accepter certaines choses, intégrer, vraiment, ou faire circuler, ça aussi c'est important. Euh, la difficulté, c'est de ne pas se laisser submerger par exemple, un ressenti corporel, euh, une émotion trop forte, et là qui viendrait justement apporter un jugement à ce que l'on ressent, alors que ça devrait rester juste un indicateur. Ok, je ressens ça. Pourquoi? À quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Et là, on peut avoir ce recul nécessaire pour agir, interagir, réagir, mais de façon beaucoup plus apaisée. Et du coup, on ne ressent plus on ne considère pas que cet indicateur est un blocage. Mm. Il y avait une question qui dit, d'après ce que j'en déduis sur les propos de la maladie, toutes maladies peuvent être éradiquées. Ah oui, non. Ouais, ouais, c'est oui et non. Oui. Disons que Ouais. ça peut pas être aussi simple que ça. Évidemment, quand c'est des petits bobos, que des symptômes sont pas suffisamment ancrés dans le corps, oui, on peut peut-être éradiquer plus facilement, peut-être qu'un cancer. Maintenant, il y a pas de réponse binaire à ça. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes dans leur expérience, je dirais, ont décidé sur des plans supérieurs d'être malades, d'être confrontées à ce challenge pour nous, pour elles, et peut-être pas pour son essence ou pour sa conscience qui a besoin de passer par cette étape. Donc, est-ce que ça a vocation à être éradiqué là dans cette expérience de vie? Pas forcément. Encore une fois, c'est un chemin. Il y a toujours un sens à tout. La problématique, c'est de le comprendre, c'est de l'intégrer, de l'accepter. Et ça n'est forcément pas facile. Et il y a effectivement d'autres maladies, je dirais peut-être plus faciles à éradiquer du moment où effectivement on a compris le pourquoi du comment intérieurement, subtilement. On avait une information que l'on n'a pas su décrypter et qui peut-être cette maladie à un moment donné nous fait euh, nous éveiller là-dessus. Eh bien, le chemin peut commencer en sens inverse. Voilà. Dire que on peut régénérer nos cellules à l'originel, dans l'absolu, oui, c'est tout à fait possible, mais on a aussi la problématique du temps limité de notre vie terrestre. Je dirais que si on vivait 500 ans de façon organique, on aurait peut-être le temps de se réinformer, de revenir à l'origine, mais parfois on est aussi bloqué par cette barrière temps et évidemment, si on prend une maladie à 20 ans et si on commence à la traiter à 70 ou 60, derrière, on a moins forcément de possibilités dans le temps de le faire. Mais c'est vrai que nos capacités de régénération, elles sont quand même assez importantes. Oui, après, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de ce que Oui, le oui, c'est corps a ça. vécu. Voilà. Tout à fait. Mm. Oui, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le fait que ce sont des indicateurs aussi, les maladies. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une session qu'on a eue il n'y a pas longtemps, qui montrait le corps émotionnel comme un guide. Donc, c'est la même chose, c'est un indicateur finalement, mais ce qu'on a tendance à soit avoir nos guides, on les pense à l'extérieur de nous, des Mhm. êtres divins supérieurs.
Après, on peut aussi comprendre que ce sont nos propres êtres, notre propre être divin supérieur, ces êtres-là qui sont nos guides. Mais ça peut être aussi des corps plus denses, même s'ils sont dans des fréquences plus basses, qui peuvent être également des guides, comme le corps physique, émotionnel. Voilà. Donc quand on pense comme ça que finalement tout est là pour nous et pour nous Mm. indiquer et nous rappeler que nous sommes des êtres profonds et divins, bah, tout de suite c'est beaucoup plus facile à comprendre et à accepter bah, l'incarnation et tout ce qui va avec. On parle du yin et du yang. Le yang est-il lié au mental? Là, encore une fois, tout dépend de la référence que l'on prend. Alors, c'est vrai qu'on l'associe souvent au mental parce qu'il agit. Le côté yang, c'est le côté action, agit, mais ça peut être associé aussi au côté masculin, au principe masculin. Ça représente beaucoup de choses, hein, le yang, mais le yin aussi, par opposition, par polarité. Alors, j'ai une autre question. En vous écoutant, je me rends compte qu'il faut s'incarner autant que possible et rester en même temps très à l'écoute, hein. Ouais, c'est l'équilibre. Mm. Ouais. Oui, Oui, de toute l'équilibre. façon, si Tout on est est là, lié. Ouais. c'est que Ouais. notre essence, notre conscience, elle l'a choisi hein, en majorité du temps, on va dire. Donc, on est à la fois le dernier maillon de la chaîne, mais on est là pour vivre cette incarnation. Et du moment qu'on veut, comme disait Clarisse au début, s'élever pour échapper à cette incarnation, voilà, je pense qu'on se trompe. Il faut tout ramener finalement à l'incarnation pour la vivre au mieux dans le monde qui nous est offert, surtout aujourd'hui, on va dire. Je pense à chaque époque, il y a eu des drames, des difficultés, donc c'est pas nouveau non plus. L'incarnation, elle est difficile, c'est clair, et c'est bien pour ça que on doit tout mettre au service de cette incarnation. Alors, d'autres questions? Alors, est-ce que nous voyons, percevons les autres êtres qui proviennent d'autres sources dans l'incarnation? Les animaux proviennent-ils d'une autre source? Bah, certaines personnes, sûrement, peuvent percevoir des êtres qui, pour eux, ne proviennent pas de notre source. Ça, je pense que oui, ça existe. Les animaux proviennent-ils de notre source? Non, je pense qu'ils proviennent à partir du moment, tout ce tout ce qui se manifeste dans l'espace-terre, pour moi, a un lien avec notre source, sauf si ça a été, eh bien, peut-être, euh, comment dire, dévié. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous posez cette question? C'est ça qui m'interpelle. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est une curiosité pour vous, Annie? C'est simplement pour savoir si nous venons tous de la source originelle ou si nous avons d'autres particularités. Dans la mesure où on a du mal de communiquer, est-ce que nous avons du mal à communiquer parce que nous venons d'une autre source par rapport aux animaux ou par rapport à d'autres êtres? D'accord. Et comment se fait-il qu'on n'arrive pas, comment dire, que même les autres êtres venant d'une autre source, on ne puisse pas les reconnaître? Parce qu'on sait très bien qu'il y a d'autres êtres qui sont sur Terre et on ne les voit pas. Parce qu'on le voit, on peut le ressentir, on peut le voir en session. Ouais. Et tout ça, c'est un choix individuel de notre expérience. Notre Mm. expérience, elle est conceptualisée comme ça. C'est-à-dire, on se perçoit entre nous, entre humains, visuellement, auditivement, vibratoirement. Maintenant, si on reste dans cette matière, on limite notre champ d'interaction. Nous, dans notre pratique, par exemple, on arrive à percevoir sur d'autres plans. Et sur ces autres plans, on perçoit la vibration de ces autres êtres. Ils prennent une forme pour certains. On ne peut pas dire, on ne sait pas dire si c'est leur vraie forme ou pas. On questionne, on leur demande de prendre leur vraie forme. Mais ces êtres font ce qu'ils veulent. Ils ont leur propre libre arbitre. C'est le choix de leur expérience. Et je dirais, la source a conçu notre expérience de cette façon-là.
Si elle a choisi que l'on ne se voit qu'entre humains, c'est potentiellement qu'il y a une bonne raison, je dirais. Et chaque être évolue sur ses plans, c'est pour une bonne raison. Peut-être que déjà on a du mal à s'entendre entre nous humains. Si on commençait à cohabiter avec tous les autres êtres et se voir en permanence, je ne sais pas comment ça se passerait. On n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. On voit bien que les personnes qui montent en fréquence, qui s'élèvent vibratoirement, elles ont d'autres perceptions que les personnes qui sont très basiquement juste avec eux dans leur corps. Et voilà. Et tout un chacun, toute personne ici, vous faites un petit peu de méditation peut-être, vous le savez pas forcément, mais vous pouvez rentrer en contact vibratoire avec d'autres êtres. Vous ne les voyez pas physiquement, mais vous les ressentez. Et c'est une forme de communication. Dire et dissocier les sources, à quelque part, pour moi, ça n'a plus vraiment de sens. Parce que comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une source unique qui est la conscience de l'univers, qui englobe effectivement peut-être tous ces enfants. Et dans ces enfants, il y a potentiellement des sources vibratoires qui, elles, donnent naissance à d'autres formes expérimentées, d'autres formes d'essence, qui donnent donc forme derrière à d'autres êtres, d'autres entités, et les animaux en font partie. Donc voilà, je le vois un petit peu de cette façon-là, et que l'univers fait relativement bien les choses, et c'est Mm. peut-être une bonne raison, enfin, qu'il y a derrière une raison pour laquelle on ne peut pas communiquer directement avec ces êtres-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas déjà existé, ou que ça ne le sera plus. Oui, c'est peut-être une question un petit peu mentale, de vouloir savoir exactement comment ça se passe et pourquoi, le pourquoi du comment. C'est Après, vrai que parfois, c'est normal, hein, on essaie tous ouais, ouais, bien de sûr, comprendre les bien sûr, choses sur un plan mental. Peut-être que ça nous réconforte. voilà. Donc, c'est Mhm. C'est Ouais. surtout parce tout à fait qu'en OK. en session d'entraînement, souvent, bah, on peut les percevoir et on peut communiquer. Mais Oui, lorsqu'on bien sûr. revient sur l'incarnation, eh ben, Oui, oui. la communication est coupée. Et c'est un petit peu, comment dire, c'est frustrant. Oui, Voilà. mais Oui, c'est notre expérience. Il c'est faut ça. l'accepter comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Je pense que c'est un passage. Mais aussi, on a pu voir que dans des époques retirées, on était aussi en contact avec d'autres êtres qui n'étaient pas forcément des humains au sens propre, ou ils étaient peut-être des êtres incarnés, mais qui étaient légèrement différents de ce que l'on est aujourd'hui, et avec lesquels on était aussi beaucoup plus en communication de façon physique. Voilà. Mais Et, et, et vous, vous parlez de votre expérience, mais il y en a qui diraient complètement le contraire, qui seraient très perturbés d'avoir des connexions sans arrêt avec tout à fait. d'autres êtres. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment très personnel et peut-être la question à se poser, c'est pourquoi ressentez-vous ce besoin ou cette envie d'être en communication avec des êtres que vous ne percevez pas quand vous êtes eh bien, dans votre incarnation pure et dure, quoi. Voilà. Et certains s'en plaignent d'ailleurs, hein. Oui, Je crois C'est pas que il y a indécent. ben, je ne sais pas, hein, peut-être que vous auriez des communications permanentes et incessantes et incontrôlées avec des êtres qui viendraient donc du coup vous enquiquiner toutes les 5 minutes. Peut-être vous auriez un autre mm, discours à ce moment-là. Parce qu'on mm, on rencontre aussi le cas opposé, hein. D'ailleurs, je crois que c'était quand oui. il y a 2, 3 jours, on a fait une session pour une personne qui était en communication constante dans une certaine sphère avec des entités en permanence. La Mm. pauvre, elle était quand même très épuisée de ça, quoi. Alors, une petite question pour les télépathes. Est-ce que lors de vos sessions, vous voyez une couleur pour les corps subtils? Est-ce que c'est joli? Ouais, ça dépend de chacun, je Ouais. pense déjà. Donc, personnellement, oui, parfois je vois des couleurs. Alors, j'ai pas de couleurs attitrées. Souvent, quand je perçois des couleurs, c'est pour l'être global, on va dire. Et je suis plus je fonctionne plus je sais pas, au ressenti. Alors, c'est joli. Oui, des fois, j'ai des très beaux ressentis. C'est des sensations très belles. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile à décrire parce que ça se décrit pas vraiment, en tout cas pour ma part. Mais la bonne nouvelle, c'est que on n'a rien de plus avec Franck. Vous pouvez chacun expérimenter aussi. C'est de la pratique et
Donc voilà, je vous invite aussi à vous observer, à observer vos corps vous-même, parce que vous pourriez voir des choses ou ressentir des choses particulières aussi. Et s'il y a une couleur particulière, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas à chaque fois des couleurs pour chaque corps, hein, mais s'il y a une couleur particulière qui apparaît, c'est que ça veut aussi montrer quelque chose. C'est encore une fois une indication qui peut nous apporter des informations sur ce corps-là ou aller voir telle ou telle information. Euh, voilà. Donc, en fait, à chaque fois, c'est du particulier et chaque particularité amène à poser à une question pour avancer ensuite dans l'investigation, en quelque sorte, pendant la session. Une autre question, est-ce que nos autres corps vivent leur propre réalité, expérience et leur vie, comme on le fait, ou sont-ils dépendants et totalement connectés à nous? Ben, ça dépend en fait de notre état, même de notre état, qu'il soit équilibré. Quand, par exemple, si on est en train de dormir, il y a certains corps qui font leur vie en quelque sorte. Ils vont se déconnecter plus ou moins. Après, il peut y avoir justement des corps qui se déconnectent parce qu'il y a un blocage, une entrave, quelque chose qui a besoin d'être vu. Et du Alors, coup, quand tu dis se c'est une déconnecte, réaction. mais Oui, je mettrais, ouais, ouais, je veux pas dire, enfin, je veux mettre Oui. un petit c'est bémol, tout hein, à parce fait que ça. ouais, les corps sont quand même toujours dépendants, on n'est pas déconnecté vraiment. Ouais, Mais on va dire qu'il y a quelques corps parfois qui peuvent prendre leur autonomie ou prendre des chemins de traverse, mais sans vraiment, toujours dans le bon sens en fait. C'est pour nous montrer quelque chose. c'est ça. Oui, Et, euh, et c'est vrai que voilà, si nous, on observe quelque chose qui nous paraît déconnecté, effectivement, parce que des fois, c'est vrai, ça donne vraiment cette impression-là, eh Oui. bien, c'est voilà, qu'il y a quelque chose à aller voir, à observer, un blocage, une entrave, etc., ou un mode de fonctionnement que ce corps a pris justement soit pour se protéger, soit pour éviter euh, certaines conséquences. Donc, c'est oui. toujours aller à observer. Vas-y. On a déjà aussi aperçu plusieurs fois il y a des corps parfois qui sont dominants aussi, comme on l'a vu, Oui. le mental, ou des corps, le corps cosmique aussi, on l'a vu plusieurs fois, qui pouvaient être bah, dominants et pas vraiment prendre en compte la part incarnée. Et c'est en prenant conscience de tout ça que ça se réaligne et qu'il y a une paix, une harmonie après qui est retrouvée. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des fois des différences, en tout cas, entre les corps. On l'a déjà perçu en session. Mais c'est jamais, euh, ça rend pas service, on va dire, à l'expérience incarnée. Donc le but, c'est de réharmoniser tout ça. Est-ce que la montée en fréquence qui est apparemment en cours sur la Terre va impacter tout le monde et en quoi? Euh, Plus de compétences de télépathie ou autre? Alors tout le monde, oui, mais plus ou moins en fait, parce qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs, plus sensibles, parce qu'ils sont dans ce cheminement-là d'éveil, et il y en a qui sont encore dans une non-conscience de cette spiritualité qui est en nous. Et donc, eux, pour eux, ben, soit ça se manifeste, mais ils ne s'en rendent pas compte, soit ça se manifeste vraiment par petites touches comme ça, et ils avancent à leur vitesse, enfin, à leur niveau, je ne sais pas comment on peut dire, hein, voilà, pas à pas. Et il y en a, effectivement, ça peut être des ouvertures télépathiques, ça peut être des kundalini qui sont vécus comme ça, qui ne sont pas forcément voulus et préparés. Ça peut être plein de choses différentes, vraiment des ouvertures de conscience. Donc, c'est encore une fois chacun par rapport à son cheminement, par rapport à là où il en est, qui va le vivre plus ou moins. Alors, lorsque l'on dort et faisant un voyage astral, quel corps fait ce voyage? On parle du corps astral. Et c'est marrant parce que c'est vrai que parfois, là, vous utilisez des noms de ces corps et finalement, nous, dans nos sessions, on les nomme pas spécialement. Parfois, oui, parce que ça vient comme ça spontanément.
mais finalement, on décrit ce corps, mais on le nomme pas forcément. Et donc, c'est vrai que là, je ne saurais répondre si c'est tel ou tel corps qui voyage. Franck, peut-être, Non, je tu as réfléchis, une c'est vrai réponse, que ouais. les voyages astraux, c'est comme si vous preniez une partie de vous, une certaine fréquence, et vous alliez la connecter sur une prise qui est l'astral. Et je dirais que tout votre être, en fait, peut ressentir des choses, même le physique. Vous pouvez être, par exemple, quand on est en état modifié de conscience, tel qu'on la pratique, l'hypnose régressive assistée, on peut se connecter à l'astral. Donc on va percevoir des choses et on peut même ressentir des choses dans la matière, dans le physique. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un certain état. Évidemment, quand on dort, on est plus connecté de la même façon à notre corps physique. Mais ça ne veut pas dire que ce corps physique ne ressent rien. C'est juste que l'information ne parvient pas jusqu'à notre mental et on a l'impression de ne rien ressentir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un corps en particulier qui va dans l'astral? Je dirais non, pas un corps en particulier. Je pense plutôt une vibration de nous-mêmes qui se connecte sur ce plan et qui peut, du coup, canaliser les informations qui s'y trouvent. Voilà. Difficile à expliquer, c'est vrai que on n'a Ouais. pas des corps qui comme ça se dissocient les uns des autres et on reste quand même compact vibratoirement. On est unifié tout le temps, même si parfois on voit des corps qui s'expansent, notamment Marie le disait, le corps cosmique qui, quand il est un petit peu dans ce corps cosmique, il a une propension à s'expanser parfois quand il a des mémoires ou des références d'anciennes expériences. Et en s'expansant, il ne permet pas à l'ensemble de tous les autres corps d'être correctement soit alignés, soit centrés, et ça vient déstabiliser notre incarnation. Et dans cette expansion, effectivement, il peut se connecter à des informations que nous n'avons pas dans la matière, mais que lui seul capte. Pour autant, voilà, il n'est pas déconnecté de nous. Il n'est pas forcément dans l'astral, il peut y être, mais voilà, on va dire que c'est ce corps-là qui va visiter cette bande de fréquences vibratoires dans lequel se trouvent certains types d'informations et il vient essayer de nous les retranscrire au mieux dans notre corps physique, en tout cas dans tous les autres corps supérieurs jusqu'à nous. Voilà. Il faut qu'on expérimente ça aussi. Est-ce que vraiment il y a un corps qui se détache de nous à ces moments-là? C'est difficile de répondre comme ça. Comme par exemple quand on parle du corps numérique. Le corps numérique, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître depuis quelque temps. C'est une sorte d'empreinte vibratoire de nous-mêmes, mais dans les domaines qui concernent tout ce qui est numérisation, tout ce qui est administratif, tout ce qui nous rattache à nos numéros, nos identifiants dans la matière. Et tout ça crée une sorte de corps qui est une espèce de duplicata de nous-mêmes, mais qui n'a pas la même fréquence vibratoire et qui évolue dans la matrice artificielle notamment, connecté à tous ces éléments administratifs, numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire. Est-ce que ce corps est un corps à part entière? Est-ce qu'il est déconnecté de nous quand il est dans ce corps administratif? Non, il est rattaché à nous-mêmes. Pourtant, je dirais, il a sa vibration particulière. Est-ce qu'il existait il y a 500 ans quand nous n'avions pas d'identifiant? Vous voyez, tout ça, c'est des choses on n'a pas forcément été observées. Donc dire est-ce que ce corps il se déconnecte de nous, j'ai pas l'impression parce qu'on on le ressent bien qu'il est là et qui fait son œuvre aussi. Et pour autant, il est peut-être apparu au fil des âges, de par aussi l'évolution de la matrice qui elle-même a évolué. Voilà. Autre question, alors je ne sais pas si j'ai compris. Est-ce que les corps des télépathes ont des points communs avec les corps des opérateurs? Versus les corps des Versus. opérateurs. Oui, ben en fait, là, il y a deux télépathes et un opérateur. Donc, vous vous êtes observé, j'imagine que vous avez observé vos corps, en fait, hein, vos différents Mhm. corps. Et donc, est-ce que finalement, on est télépathe, si on regarde tous les télépathes, il y a, c'est pas une particularité, mais quelque chose de commun qui n'est pas chez Clarisse, par Chez exemple? les opérateurs, ouais. Exactement. Alors, oui, c'est intéressant comme question. En fait, moi, je ne suis pas télépathe parce que je
je ne capte pas forcément les informations de la manière dont on a besoin de les capter quand on fait une session d'hypnose régressive assistée en tant que télépathe. Par contre, ça ne veut pas dire que je capte pas d'informations. Je capte, mais d'une autre manière. Or, pour être télépathe en hypnose régressive assistée, c'est vrai qu'il y a une certaine manière, même si ça peut être très très élargi, hein, de capter les informations pour que bah, ça puisse être compréhensible, qu'on puisse les retranscrire. Euh, mais je pense que ça, après, quand quand Franck, Marie ont pu s'observer et moi, comment je les ressens, parce que je peux peut-être pas dire que je les ai observés en télépathie, mais je les ressens, eh bien, ils sont complètement différents et en même temps, il y a des choses qui, qu'ils ont en commun, mais c'est peut-être par rapport à moi, mes affinités, parce que je ne les ai pas choisis par hasard. On s'est trouvé en fait parce qu'on avait des affinités. Donc, je ne sais pas si on peut dire que tous les télépathes, ils ont cette particularité, je pense pas, hein, pour être télépathe en hypnose régressive assistée, mais en tout cas, c'est une question d'affinité entre Non, c'est l'opérateur. le mental, par exemple, le mental supérieur qui peut finalement couper cette sensibilité, peut-être. Je dirais que les corps, enfin, quand j'observe un être humain, que ce soit un opérateur, un télépathe ou une personne qui vient nous voir, je ne perçois pas de différence notable dans nos corps. Je dirais on est semblables. On est semblables, globalement, on vit la même expérience. Après, on est aussi unique, c'est-à-dire qu'on a nos capacités, nos caractéristiques, notre génétique, notre ADN. Et en ce sens, on est une personne unique. On ne peut pas ressembler à notre voisin, même si c'est un clone de nous-mêmes. On aura toujours des différences. Donc je dirais, on est tous télépathes. Tout le monde a des intuitions, tout le monde a des convictions, tout le monde fait des rêves. Donc tout le monde canalise des choses. C'est juste que peut-être nous, on a réussi à trouver le moyen en nous de focaliser sur ces perceptions et on les a travaillées pour essayer de comprendre comment notre corps pouvait fonctionner en fonction des informations que l'on percevait. Évidemment, certains, comme tout être, il va y avoir des sportifs qui vont être très forts en sprint naturellement. Il va y avoir des personnes qui vont être capables de gravir l'Everest à 8000 mètres sans aucun problème. Ça fait partie de leur capacité et bien sûr qu'après, ils s'entraînent derrière. Mais Oui, ouais, d'accord, mais là, on est dans le physique, dans l'ADN physique, disons. ouais, oui, Euh, mais même dans la BD, du coup, c'est la même chose en fait. C'est la même Quel est le chose. corps? Est-ce qu'il y a un corps en particulier Non, je pense que c'est plus une question d'antenne. On a tous une antenne qui est capable de capter des informations. C'est ensuite qu'est-ce qu'on fait de cette antenne? Est-ce qu'on arrive à l'orienter dans le bon sens? Est-ce qu'on arrive euh, intégrer tous ces paramètres en nous, à les comprendre mais c'est sûr qu'au départ, il faut peut-être avoir une caractéristique particulière qui est une antenne déployée sur un certain point de vue et qu'on va arriver à déployer, à développer. Vraiment, je le vois comme ça. Oui, c'est comme quelqu'un qui va être très très dans le mental, on va lui dire, lui conseiller la méditation pour être un petit peu plus intuitif. Et ben au départ, ça va être compliqué, puis à force de s'entraîner, il va réussir à mettre le mental un peu plus de côté pour laisser place à l'intuition. Et je pense qu'une personne très intuitive, elle peut être plus facilement avoir plus facilement des ressentis plus vite en tant que télépathe. Mais je ne pense pas, pour répondre à votre question, Philippe, qu'on ait un corps en particulier qui va plus parler ou voilà, on va utiliser un corps en particulier. C'est plus en tout cas moi pour ma part, c'est le mental que j'arrive à mettre un petit peu en pause pour avoir justement ces perceptions, les perceptions de- du consultant. Donc, c'est le corps mental qu'il faut mettre de côté. La réponse est... Oui, on va dire ça, ouais. C'est vrai. Ok. Mm. Mm. Oui, c'est vrai que c'est la première chose à faire. Alors, une question
qui est posée. Est-ce que Clarisse reçoit des infos en qualité d'opératrice? Alors oui, je reçois des infos par rapport à ce que me rapportent donc les télépathes. Et justement, c'est comme ça qu'on arrive à rebondir sur une information. Je rebondis et le télépathe avance dans l'investigation et je rebondis et tac, 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 et on avance comme ça. Et après, je n'ai pas du tout la même façon de percevoir les informations, hein, puisque moi j'ai les yeux ouverts et puis c'est des choses qui me viennent comme ça. Voilà, moi c'est ma manière de faire, ça me plaît. Euh, et bon, pour les télépathes, c'est vraiment une démarche qui est complètement différente. Donc, moi, je sais que c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais développer, la télépathie, mais je sais que j'ai souvent des informations qui m'arrivent comme ça et ça m'aide. Ça m'aide effectivement pendant les sessions et même hors session, quoi. Oui, puis nous, on le ressent hein, en tant que télépathe. On voit bien que Clarisse nous emmène dans un endroit, c'est pas pour rien. C'est que elle-même, elle y a été guidée. Parce que parfois, même, je me dis, mais pourquoi elle me pose cette question? En même temps, ça me paraît hyper évident à l'intérieur de moi, parce que la réponse, elle est évidente aussi. Mais en même temps, moi, si j'avais dû réfléchir à ça, je me serais pas forcément posé cette question. Donc, c'est que forcément que l'information, elle a transité par elle. Alors, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'hypnose régressive, votre parcours, votre chemin? Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas répondu à cette question. Comment on est arrivé là? Eh ben, bon, on a toujours été attiré par tout ce qui était cheminement personnel, spiritualité. Et puis, on a eu des occasions d'essayer, de pratiquer. Et à un moment donné, ben voilà, on a rencontré Mathieu qui proposait des formations. Et puis, on s'est lancé. On s'est lancé, donc en sachant que Franck et moi, on est en couple dans la vie. Et on a trouvé une complémentarité. Voilà, moi opératrice, Franck en tant que télépathe. Et ensuite, ben, on a pratiqué, pratiqué, pratiqué. On a beaucoup été observé sur nous. Ça, c'est très important pour le parcours de, de cette technique de s'observer, de se poser des questions. Moi, j'aime bien poser des questions, donc et je suis curieuse. Donc, je pense que ça aussi, la curiosité, être dans la découverte, c'est vraiment une notion qui est très importante dans l'hypnose régressive assistée. Et voilà, on a eu l'occasion de surfer sur la vague de, au moment où c'était assez à la mode, entre guillemets, hein, parce que c'était vraiment en plein essor et les gens découvraient l'hypnose régressive assistée sur Internet, donc pendant le Covid. Et on a pu profiter de cette vague-là pour nous lancer professionnellement. Et, euh, et voilà, et puis j'ai ensuite rencontré Marie et ça a été une évidence pour nous deux, hein, aussi. Elle a une manière de fonctionner qui est différente de Franck, mais c'est très complémentaire. Et voilà, je suis vraiment ravie, mais euh, énormément ravie de travailler avec Franck et Marie. Voilà, trouver vraiment Après, moi, un je vous équilibre. invite, hein, tout un chacun, à essayer. Hein. Il y a des inductions sur Internet. Clarisse en a fait une, Mathieu en avait fait une aussi. J'en avais fait une avec Mathieu à une époque où on avait été voir la source. C'est justement quelque chose que vous pouvez essayer de faire vous-même. Euh, Parce que moi, j'ai découvert ma télépathie par un pur hasard presque. Hein. Quelqu'un qui m'a proposé un jour de faire une induction avec moi parce elle ressentait quelque chose en elle. Et voilà, hein, c'était parti et spontanément, les premières choses qu'on voit, c'est souvent des choses qui nous concernent, ce sont des vies antérieures. Et sans savoir pourquoi, on sait que c'est nous. Pourtant, on ne se reconnaît pas physiquement, mais notre intérieur ne peut pas nous mentir. Voilà, on sait que c'est nous. Et donc là, après, on se questionne et on réitère l'expérience et voilà, c'est parti. Mais Mathieu aussi en a parlé souvent, hein.
qu'il avait réitéré l'expérience un bon millier de fois, je crois. Alors, est-ce qu'il a exagéré un petit peu, peut-être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il a réitéré plusieurs fois hein, avant de percevoir des choses. Donc, il faut, comme je disais, tout le monde peut être télépathe. Il suffit de trouver en soi le bon filon, le moyen, qui va nous créer ce lien avec une information. Voilà. Et après, peu importe comment on va la traduire, on a rencontré dans le collectif différents membres. Je m'en souviens de Paul-Éric à une époque, qui avait une façon bien à lui de percevoir les informations. Ça n'était pas du tout ni visuel, c'était vraiment dans le corps qu'il percevait les informations. Ensuite, il faut apprendre à retranscrire ces informations. C'est peut-être là le plus compliqué. Donc voilà, tout le monde peut essayer et se découvrir. Ouais. Ouais, Euh, tout à fait. Après, il faut se faire confiance. Parce que c'est vrai que au départ, moi, j'ai d'abord été cliente. Bon, bien sûr, j'ai toujours été ouverte spirituellement et très curieuse. Et puis, j'ai fait ma première session et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai voulu me former. Je me suis formée et je pensais que j'étais que j'étais pas une très bonne télépathe parce que je faisais pas confiance en mes ressentis. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai appris à me faire confiance. Et finalement, j'ai rien fait. J'ai été guidée et même puis après guidée vers Clarisse et qui m'a beaucoup entraînée. Et j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance en mes ressentis. Et c'est là que ensuite j'ai pu vraiment m'épanouir dans cette pratique et puis ensuite me professionnaliser avec Clarisse et Franck. Mais voilà, faut se faire confiance. c'est vrai. C'est pour ça que trouver un bon partenaire et un binôme avec des affinités que l'on ressent vraiment hein, au fond de soi, c'est vraiment important. Et puis ça se construit après petit à petit. Alors, il y avait une autre question. Ah oui, si on revient sur le corps numérique, donc ce corps numérique que nous découvrons depuis peu apparaît comme un corps subtil. Le percevez-vous plutôt en basse ou en haute fréquence? Quand constatez-vous pour l'instant? Alors, c'est le corps numérique fait partie des corps qui sont plutôt euh, qui font pas, enfin Danse, qui dansent, voilà, et qui sont, qui sont, qui est, pardon, qui est influencé par la matrice artificielle. Donc, on reste quand même dans des fréquences qui ne sont pas forcément très élevées, mais ça fait partie de l'incarnation. Encore une fois, c'est pas parce qu'on dit fréquence basse que ça y est, c'est pas bien, c'est mal, il faut s'en détacher. Il faut éliminer. Non, l'incarnation en elle-même, la 3D, le monde dans lequel nous vivons, le monde de matière, est dans des fréquences basses. Donc, si on refuse de vivre dans ces fréquences-là, on refuse l'incarnation. Donc, il faut juste accepter que ce corps soit là, avoir un certain discernement pour ne pas se laisser prendre complètement par ce corps qui prend de plus en plus euh, de place, on va dire, de par tous les objets numériques que l'on a autour de nous, l'IA, etc. Mais à partir du moment où on a cette conscience, on met du recul, on sait qu'on n'est pas que ce corps-là numérique, et du coup, on peut vraiment jouer avec. C'est un peu ça, hein. Prendre du recul, savoir connaître les règles du jeu pour pouvoir jouer avec et non pas les subir. Alors, on arrive à la fin. Euh, voilà, s'il y a en tout une cas, dernière juste, question que... ouais, Oui, je suis en vas-y. train de penser, peut-être, bon, certains nous connaissent depuis longtemps, mais c'est vrai que sur notre chaîne, on, on a eu des fois fait des petites explos où on a épluché justement des parties de nous-mêmes, hein, des corps ou l'essence ou l'âme, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à piocher dans les vidéos du passé aussi, hein. Celles qui datent d'un an sont toujours d'actualité. On n'a pas changé depuis, entre-temps. Enfin, pas suffisamment encore, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez Mm. pas à faire un tour sur la chaîne.
nous suggérer des idées aussi aussi. d'exploration. En tout cas, merci Merci à d'avoir tous. été encore très nombreux et d'avoir posé toutes ces questions. Voilà, on vous tient au courant pour la prochaine rencontre. Ce sera dans la newsletter. Et voilà, merci Merci, à vous. merci. Merci à Et tous. puis, je vous dis à très bientôt. On se Bonne revoit soirée. vite. Au Merci revoir. pour vos sourires. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.